Un combattant qui s'entraînait avec nous avait remarqué que Virgile avait du potentiel et que il aimait bien se tabasser. Du coup, il a ramené Virgile en entraînement et dès le premier entraînement, je me suis dit, oula, là c'est un animal en face. Yeah, feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk. Don't care what they say. I don't got no patience. I can't ever wait. I've been trying to get it. Running up all these digits. And I've been in the gym. I've been up doing minutes. I just put in that work. Bonjour à tous et bienvenue sur Gong. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir infini d'avoir avec moi Axel Sola. Bonjour Axel. Bonjour. Ouais. Et Virgile Haugen. Plaisir partagé. Voilà. Quand on est Alors, ici. qu'est-ce que vous venez faire ici? Parce que vous êtes du Sud et vous venez envahir Paris pour ravir deux ceintures. C'est ça, exactement. Ouais. Donc là, on est mardi soir et on combat ce vendredi pour justement venir chercher les deux ceintures de la RES. Ouais. Une en middleweight et une en lightweight, il me semble, c'est ça, voilà, 70. Ouais. Donc 70 et toi 84. 84. Voilà. Et vous venez, donc alors c'est les ceintures de l'ARES, je sais pas si, enfin je précise, et le combat a lieu vendredi. Ouais. Ce vendredi-là. Et vous venez, vous, du Sud, donc de Nice, plus spécialement. Tous les deux, vous êtes de Nice? Donc moi de Nice, Ouais. je suis né à Nice et j'ai grandi à Nice. Ouais. Moi, j'ai grandi à côté de Perpignan, les petits villages alentours côtiers. Ouais. Et je suis à Nice depuis maintenant quasiment 8 ans. D'accord. Et alors, comment on devient professionnel de la bagarre? C'est très facile. Si Ouais. demain, toi, tu vas être professionnel, tu Mhm. peux le devenir. Ouais. Il suffit juste de trouver une organisation qui veut bien te faire combattre contre un autre combattant professionnel et tu Voilà. seras lancé dans ta carrière. D'accord. Je peux venir après casseur de gueule pro. Voilà, c'est ça. Et d'accord. Donc oui, en théorie, c'est pas si compliqué. Non. En pratique, Et en pratique, par contre, il faut gagner les combats. Donc, Voilà. il faut gagner les donc combats. c'est là où ça se complique. Pour réussir à en vivre, oui. Ça Ouais, demande quand même. ouais. Alors, toi, tous les c'est deux, une vous étiez chose. sportifs déjà de haut niveau Oui. avant d'entrer dans le MMA? Pas de haut Enfin, niveau pour moi. Ouais, d'accord. Moi, je pratiquais. Toi, t'étais dans le judo? Ouais, j'ai beaucoup pratiqué le judo. J'étais en sport-études. Je fait un petit passage par le sambo. Ouais, J'ai fait championnat du monde. d'accord. voilà. Donc chemin plutôt classique aujourd'hui en fait. Tu as pas mal de Ouais, bien Français sûr. qui viennent du judo hein, Hmm. qui étaient judokas. Ouais, carrément. Ouais, C'est- chemin un peu classique. Ah ouais. Après, maintenant, les nouvelles générations, il va y en avoir beaucoup qui vont arriver direct du MMA. Mm, mm. Mais ouais, pour notre génération, il y en a pas mal qui venaient du judo, Ouais, ouais. karaté, d'autres sports comme ça. Ouais, ouais. Et toi Axel, je t'avais interviewé déjà, c'était en conférence à l'ARES justement. Mhm. Et tu m'avais dit, ouais, tu avais fait du roller. Du roller hockey. C'est ça, du roller hockey, ouais. J'ai fait du karaté, du roller hockey. Alors Ah. j'ai été un peu frustré au karaté parce que Ouais. j'étais dans un club où on faisait pas beaucoup C'était de quel âge combats. le karaté? C'était jeune aussi? Ouais, j'ai commencé, j'avais 7 ans le karaté. Ouais, Mais tout jeune. j'ai passé beaucoup de temps dans ce club où au final j'étais assez frustré parce qu'on faisait beaucoup de kata et très peu de combats. Et moi ce que j'aimais c'était les combats. Mais du coup cette frustration m'a permis lorsque j'ai découvert le MMA de devenir une motivation immense. Mm. De pouvoir enfin faire toutes ces techniques, Ouais. de ne plus n'avoir de restrictions, de faire autant de combats tous les jours, ça a été Tu t'es enfin lâché. c'était trop bien. C'est la liberté en C'est cage. toujours d'ailleurs. C'est Exactement. le c'est paradoxe ça. du MMA. Ouais, exactement. Et Exactement. toi, c'est pareil, parce que le judo aussi, c'est pareil. Plein de Ouais, c'est restrictions. pareil. C'était une forme de frustration, on va dire, dans le sens où j'avais pas l'impression que c'était le meilleur qui gagnait. Tu vois, quand tu perds un combat de judo parce que tu as pris une pénalité, parce que Ouais. tu tenais la manche comme ça, tu la tenais comme ça, c'est vachement frustrant, enfin, Ouais. surtout avec l'état d'esprit que j'avais. Donc ouais, je sentais qu'il me fallait plus. Ça revient très très souvent, ça. C'est auprès des judokas. Bah, c'est ouais, toujours ouais. c'est la frustration des micro-règlements qui changent. Ouais, et en plus qui font Et- que changer tout le temps. Chaque ça. année, ils en rajoutent ou ils en enlèvent. Du coup, ouais. Ouais. Il y a,
pour rester un petit peu sur le judo, tu as beaucoup d'anciens collègues du judo un peu qui sont dans cet état d'esprit, qui pourraient rejoindre les rangs du MMA ou pas? Est-ce que tu as l'impression que ça va devenir une banalité, quoi, que les judokas passent pro avec la cage? Peut-être pas en judo, mais pour la plupart des sports de combat, j'ai un peu l'impression. Après, en judo, et je pense que plus le temps va passer, plus il y en aura et plus il y en a. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont un peu fermés quand même, hein, chez les judokas. Ouais. Ils sont vraiment dans leur délire de judo, ils veulent pratiquer le judo et puis ils se complaisent un peu dans le fait qu'il y ait des règles comme ça, qu'il y ait un kimono et puis des gens aussi qui n'ont pas envie de prendre de coups forcément. Donc voilà, mais bon, je pense que dans tous les cas, plus le temps passe, plus il y aura de gens au MMA et plus il y en a déjà. C'est en pleine expansion. Et alors, il y a un truc qui vous caractérise aussi, c'est que évidemment vous venez de la même équipe. Donc vous êtes tous les deux entraînés par Aldric Cassata. La rencontre s'est faite comment déjà? De votre première rencontre tous les deux déjà? Eh bien, c'est un combattant qui s'entraînait avec nous, qui s'appelle Christopher Jacquelin, qui allait aussi dans un club de sambo, je ne sais lequel, et qui avait remarqué que Virgile avait du potentiel et qu'il aimait bien se tabasser. Du coup, il a ramené Virgile en entraînement, et dès le premier entraînement, je me suis dit, oula, là c'est un animal en face. Alors, il n'avait pas le niveau technique qu'il a maintenant, mais déjà à l'époque, il fallait être bien réveillé. Et après, du coup, il a kiffé l'ambiance boxing squad et l'ambiance MMA, quoi. Ça correspondait, je pense, vraiment à ses attentes. Et puis après, voilà, il a été assidu et il a travaillé dur et ça a payé. C'était il y a combien de temps de ça? Ça, c'est quand je suis arrivé à Nice. Hein, je suis arrivé à Nice en fin 2016, il me semble. Fin 2016, Et du coup, c'était là. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ou 19. J'avais 19 ans, il me semble. Ouais, t'étais assez jeune encore. Donc, Et début du MMA, 19 ans. Ouais, c'est ça. Avec Axel, avec Aldric et les pros qu'il y avait à l'époque. Et puis Axel, il était là tous les jours à l'entraînement, moi aussi. Et on a toujours été rigoureux les deux. Et puis on était un peu plus proches au niveau du poids. Et du coup, on s'est pas mal entraîné ensemble. Vous êtes devenus potes ou pas? Ah bah oui, carrément. Tout de suite? Oui. Et toi, c'est quel âge le MMA? Alors moi, c'est 15 ans. 15 ans, c'est assez tôt parce que tu as une belle carrière en amateur. C'est ça. D'accord, tu es champion d'Europe IMAF. J'ai cette particularité d'avoir fait plein de matchs amateurs. Bon, maintenant, aujourd'hui, tous les matchs amateurs que j'ai fait, ça n'a entre guillemets rien d'exceptionnel, parce qu'il y a beaucoup de combattants qui en ont autant, voire plus maintenant. Et c'est une bonne chose. On a eu combien? Une vingtaine de combats amateurs? J'en ai 23. 23, Donc maintenant, c'est pas rare de voir des combattants pas loin des 30 combats amateurs de MMA. Parce que le monde amateur s'est énormément développé depuis que j'ai commencé le monde amateur. Notamment en France. Aujourd'hui, quand tu es amateur en France, c'est super parce qu'il y a plein de plateformes sur lesquelles tu peux t'exprimer et progresser et accumuler de l'expérience. Donc, mais voilà, j'étais un des premiers à faire beaucoup de matchs amateurs avant de passer professionnel. Et quand tu as fait justement ce amateur, mais toi, alors tu as fait une carrière amateur et à l'IMAF, tu as fait beaucoup de combats internationaux à l'IMAF à l'époque. Et à une époque, c'est vrai où c'était vachement moins répandu. Voilà, ça commence à être plus avec la légalisation. Du coup, ils envoient. C'est la fédération de MMA aussi qui cadre les choses. C'est ça, bien sûr. Mais toi, à l'époque, qu'est-ce qui te motivait? Tu voulais faire de l'amateur, enfin, tu voulais devenir pro après? J'étais en train de faire des études, j'étais en train de faire un master STAPS, donc j'ai fait 5 ans d'études. Et en fait, pendant ces études, j'ai commencé à faire les matchs amateurs à ma 3e année d'études, parce que ça s'est présenté à moi, parce que cette année-là, je devais faire mes débuts pro. Mais 3 fois, ça a été annulé pour différentes raisons administratives et médicales. Et du coup, est venu les championnats du monde amateur. J'ai essayé, en fait, donc c'est plutôt bien passé. J'ai fini 2e au championnat du monde. Pour une première en amateur à l'époque, c'était pas mal parce que en face de moi, j'avais que des gens qui étaient expérimentés. Et en fait, j'ai adoré l'expérience, le fait de faire autant de combats en si peu de temps, l'ambiance du tournoi, l'ambiance IMAF. Vraiment, c'était un pur kiff. Et je savais qu'il y avait d'autres compétitions, championnat d'Europe derrière, encore un championnat du monde et d'autres championnats. Donc je me suis dit, allez, je l'ai fait. Et puis au final, je voyais que l'expérience accumulée était vraiment bénéfique. Puis je me disais, bon, je fais encore mes études, donc écoute, je vais continuer à faire du amateur jusqu'à ce que je finisse les études. Comme ça, quand j'ai fini les études, je pourrais me consacrer pleinement à la carrière professionnelle. Donc ça fitait bien entre les deux, parce que ça prenait quand même du temps et de l'énergie, les études à côté. Et du coup, voilà comment c'est fait. D'accord. Mais dès le départ, quand tu es rentré, enfin, tu pensais plus ou moins au pro ou pas?
comment tu suivais le MMA? J'en avais envie, mais je ne savais pas trop encore. Ouais, tu vois, je vivais un peu le moment. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça marchait plutôt bien en amateur. Je me suis dit, bon, si ça marche bien en amateur, ça peut bien marcher en pro. Et une fois que je termine les études, il fallait faire un choix entre continuer les études, par exemple faire un doctorat ou rentrer dans le monde professionnel. Ou continuer le MMA. Et j'ai décidé de faire le MMA parce que je me suis dit, je kiffe ça. J'ai pas l'air d'être trop dégueu, donc let's go. Et toi, Virgile, c'était quelque chose de. Tu pensais à ça depuis longtemps ou, Le MMA, passer en pro, ouais. Moi, en fait, comme je venais du judo, à chaque fois que je pars dans quelque chose ou que je pars dans un sport, c'est pour performer. Et du coup, le haut niveau en MMA, c'était de passer professionnel. Donc, c'était un peu la suite logique. Après, j'ai beaucoup moins de combats amateurs qu'Axel. Mais j'en ai fait quelques-uns un peu en France. Je suis passé aux IMAF, j'ai pas aussi bien brillé que lui. Mais j'ai fait mes petits combats. Et puis après le Covid, je savais que j'étais prêt. Je me suis dit, quand je passe pro, il faut vraiment que je sois prêt à 100%. Parce qu'une fois que je vais me lancer, je vais enchaîner les combats. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, là, ça fait combien de temps que je suis passé pro? Ça fait même pas... Ça fait 1 an. Je suis passé pro en mars 2021 ou 2022, je sais plus. Non, ouais, en mars, bref, ça fait même pas 2 ans. Ça fera 2 ans en mars 2024, donc ça fait pas 2 ans et je suis à mon 6e combat ce vendredi, donc c'est pas mal, je pense. Oui, carrément, tu as une bonne vitesse de croisière. Je savais qu'une fois que c'était parti, j'allais enchaîner. Et alors, vous pensez, il y a eu les IMAF justement il y a pas longtemps, vous avez suivi un peu? Rapidement, j'ai pas regardé les combats en détail, mais j'ai suivi un peu les actualités. À cause du training camp, j'ai pas pu regarder les matchs assidûment, mais je les rattraperai après le match, après mon match. Après ton combat, Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'il faut forcément passer par parce que le MMA c'est spécial, on est d'accord? Et vous pensez que c'est bien de passer par l'amateur, enfin une vraie carrière amateur ou pas? Je pense que c'est pas nécessaire. Il y a plein de combattants qui sont très jeunes et qui performent à un très bon niveau et qui ont montré que c'est pas nécessaire pour être. Je pense ce qui est important, c'est de vraiment comprendre ce dont toi, en tant qu'athlète, tu as besoin. Peut-être certains ont besoin de vraiment prendre confiance, prendre leur marque et faire plus de matchs. Et d'autres peuvent avoir une maturité plus précoce et être prêts pour le monde professionnel plus tôt. Donc vraiment, c'est du cas par cas, je pense, et il faut vraiment que ça fitte avec ton environnement et ta vie de tous les jours, quoi. Que vraiment ça colle avec toi. Tout dépend de ton background aussi, c'est vrai. Aussi, ton mental. Ça dépend de... Si tu as fait déjà des compétitions dans d'autres sports ou quoi, je pense que c'est compliqué d'arriver et de faire tes premières compétitions. C'est des combats de MMA, tu rentres dans la cage. C'est quand même plus stressant, on va dire, que des matchs de judo ou de jiu-jitsu. Donc quelqu'un qui n'a jamais fait de compétition dans aucun sport de combat, je pense que il faudrait qu'il passe obligatoirement par la case amateur quand même, quoi. Et vous là, vous sentez... Donc tu m'as dit que tu étais à combien de combats en pro? 5 combats en pro. Toi, tu es à combien 6. À 6 en pro. Vous sentez entre le premier combat pro et là aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup mieux quand vous arrivez dans la cage, la Fight Week vous sentez une évolution vraiment ou pas? Tu veux dire mentalement ou mentalement. Mentalement, niveaux, en fait. c'est toujours éprouvant de combattre. Il y a beaucoup de stress lié à la préparation, l'enjeu du combat et la volonté de victoire. Mais je pense en tout cas, je pense pour moi que je le gère de mieux en mieux au fur et à mesure. Après, ça restera toujours une expérience intense. Et le jour où ça l'est plus, c'est que c'est plus le moment de combattre, quoi. C'est que tu comprends pas ce qui se passe. Donc, moi c'est pareil. Là, après le stress, la pression, ça reste, peut-être ça s'atténue un petit peu, mais c'est surtout la prise d'expérience entre les combats et d'être plus à l'aise. D'être plus à l'aise, plus sûr de soi. Bon, surtout quand tu gagnes et que tu continues à gagner, tu prends une certaine confiance en toi. Et à part ça, sinon, la pression, tout ça, ça reste un peu pareil. Alors, on a parlé des ceintures, mais on n'a pas parlé de vos adversaires. Vous pouvez nous présenter vos adversaires respectifs? Alors moi je prends Henrique Shigimoto, c'est un japonais brésilien qui vit en Suisse. Et du coup il a 14-4 il me semble. Il a beaucoup de finish au premier round, donc c'est un striker. Il est passé par une grosse organisation japonaise, il me semble, je ne sais plus le nom. Et il a fait les Dana White Contender Series. Donc c'est quelqu'un qui, comparé aux autres adversaires que j'ai pu avoir avant, a beaucoup plus d'expérience, on va dire. Plus de combats, plus d'expérience.
Et donc voilà. Et moi, j'affronte Tourpa Yunusov, donc combattant du MMA Factory. Donc c'est un combattant plutôt complet, il a 4 victoires, 4 finishes. Et donc comme je dis, c'est un combattant plutôt complet, il sait boxer, il sait lutter, il est fort au sol, il a un background plutôt en grappling, il me semble. Et voilà. D'accord. Vous êtes... Alors c'est deux ceintures, donc c'est pas n'importe quoi, c'est des ceintures qui arrivent vite dans votre carrière parce que c'est des belles ceintures. Enfin l'ARES, franchement, c'est une magnifique organisation française, même européenne, enfin il n'y a rien à dire. Est-ce que vous avez une pression, ça rajoute une pression supplémentaire ou une motivation supplémentaire ou les deux Pour ma part, moi, ça me rajoute plus une motivation supplémentaire. Enfin, un petit plus, une récompense, une récompense en plus à la clé. Mais au niveau de la pression, non, parce que tous les combats, on les prend un peu pareil. Si j'avais pas gagné celui d'avant, je serais pas là. Donc, pas forcément de la pression en plus, mais une petite motivation en plus, on va dire. Je suis d'accord avec Virgile. Chaque combat est important. Il n'y a pas de combat moins important que les autres. Il faut gagner à chaque fois. Donc là, ce qui est cool, c'est que si on gagne, il y a un plus en plus, quoi. Donc par rapport à ça, c'est top, mais dans l'abord du combat, la préparation et tout, ça ne change pas grand-chose au final. Vous avez une vraie prépa sur combien de temps? 1 mois et demi là? Ouais, un bon mois et demi. Après, avec Axel, on s'entraîne. Ouais, on s'entraîne toujours régulièrement. On n'est pas le style à s'arrêter, attendre d'avoir un combat. Faites jamais de grosses pauses. En fait, quand on va entamer la prépa, c'est juste qu'on va s'entraîner plusieurs fois par jour. Alors que quand on est hors combat, hors prépa, pardon, on va s'entraîner un peu moins. Et le contenu des entraînements, il va être différent aussi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand on se prépare pour un combat, on fait du combat plus régulièrement. On fait ce qu'on va faire le jour J du match. Alors que quand on n'a pas de match de prévu, là, on va travailler des choses plus spécifiques. On va être plus dans une logique de développer de nouvelles habiletés, de nouvelles techniques, de nouvelles choses. Mais voilà, quand tu prépares un combat, c'est plus le moment de changer ton jeu. Il faut le renforcer. D'accord. Et alors, on a parlé carrière là, mais le combat et surtout le MMA, c'est assez spécial. C'est pas un sport anodin. C'est même pas un sport de combat en fait anodin, comme les autres. Et ça demande beaucoup de choses. Enfin, qu'est-ce qui pourquoi vous combattez vous savez, outre évidemment, si on peut gagner de l'argent avec ça, on peut être professionnel, ok. Mais il y a toujours des choses plus profondes, plus enfouies quand on passe au niveau du MMA. C'est vraiment fun, hein. En vrai, c'est le kiff. C'est vraiment drôle de combattre. C'est vraiment un sport qui est stimulant. C'est comme jouer à un jeu vidéo, mais encore plus. Le shoot d'adrénaline. Voilà, t'es encore plus dedans et c'est vraiment amusant en fait. Ouais, moi pareil, c'est un peu les mêmes sensations et puis c'est là où je prends les meilleures sensations aussi. C'est là où je me sens vraiment pleinement dans le combat vivant. lui-même. Ouais, au moment du combat, un jour quand je fais du MMA en fait. Quand je fais pas du MMA, c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire que je suis pas un sportif mais un combattant. Faire du sport, j'aime bien, mais je n'arriverais pas à avoir la rigueur que j'ai actuellement avec les entraînements de MMA si c'était pas du combat. Donc j'ai plus tendance à dire que je suis un combattant qu'un sportif, quoi. Mais ouais, c'est le combat en lui-même, je pense, on adore ça, quoi. Le premier combat de votre vie, c'était quoi? C'était quand? Et je parle pas forcément en termes de sport, hein, mais la première fois que vous avez combattu? Moi, ça devait être au judo, hein. Du coup, on commence les compétitions assez jeune. Je pense que c'était au judo vers. Pas de bagarre à l'école? Si, à l'école, quand j'étais petit, je me bagarrais souvent. Je me bagarrais souvent en primaire, après au collège beaucoup moins. Mais en primaire, je me bagarrais. En primaire, ça y avait pas mal. Tu t'es découvert des aptitudes ou comment ça s'est passé? J'avais quand même plus de force physique que les autres de mon âge en général. Donc c'était assez facile contre ceux qui avaient mon âge, on va dire. Même en compétition de judo, j'avais une petite avance physiquement. Et mais sinon. Et tu as un souvenir ou pas? La première bagarre comme ça que tu as pu avoir à l'école, pourquoi c'était, comment? Est-ce que si tu fais un retour rapide comme ça, tu as des images? Non. Mais c'était des bagarres d'école primaire, hein, ça se bagarrait et le soir, ça passait à autre chose, quoi. Mais non, j'ai pas de souvenir de la première en particulier. Mais en tout cas, bagarreur. Ouais, mais déjà en scolaire. Vraiment que à l'école primaire. Après, dès arrivé au quand tu as commencé le judo, en fait, non? Après, ça c'est.
Ouais, bah déjà, quand peut-être estompé. moi j'étais très réservé. Et Ouais. le judo, ça m'a permis un peu de m'ouvrir, de gérer un peu mes émotions et de canaliser aussi ce petit côté bagarreur. D'accord. Mais ouais, arrivé au collège, je me bagarrais plus, mais j'ai toujours apprécié la confrontation avec les copains. C'est tout le temps de la bagarre pour jouer et moins de la bagarre. Ouais. Quoi. D'accord. Et toi, Axel, tu étais bagarreur ou pas? Non. Pas du tout, ouais. Non. Et- Pisse. Ouais. Jamais une bagarre à l'école Je suis sûrement, si, mais ça ouais. m'a pas marqué. Mais Tellement c'était. C'était pas. Ouais. Et donc, parce que, ouais, c'est marrant. Ce goût du combat, c'était venu avec le karaté, après avec le temps. C'est ça, moi j'adorais le karaté, les films de combat et tout, je kiffais. Mais c'était l'ambiance martiale aussi qui me plaisait beaucoup. Donc c'était plus ça que je recherchais que. Une discipline Je sais pas, l'ambiance martiale. Donc effectivement aussi la discipline, et, tout ce qu'il y a autour de l'entraînement, du renforcement de l'esprit, du corps, la technique. Tu vois, tout ça, c'était ça qui m'attirait et je ne retrouvais pas forcément un cours d'école. Je me retrouvais plus avec un ballon et une cage de foot quoi, dans un cours d'école. Ouais. Devenir plus fort. Ouais. Et c'est ça, enfin, qui vous devenir plus fort, mais en tant que, en termes de développement personnel, c'est incroyable les sports de combat. Ouais. Autant sur le plan mental que physique. Sûrement entre tous les sports, c'est un peu le cas, mais les sports de combat, je pense qu'il y a quelque chose de particulier avec ça en termes de développement personnel. Tu te retrouves tellement seul et puis t'affrontes quelqu'un, mais au final, c'est un combat contre toi-même à chaque fois. Le travail, on le fait sur la prépa et puis après, il faut être présent mentalement et faire le taf le jour J. Mais ouais, c'est un combat avec soi-même en priorité. Et le premier combat de MMA que vous ayez vu, c'était quoi? C'était John Jones contre Vitor Belfort. Ouais. C'est pas. Belfort, ouais. Mais c'est le premier de l'UFC en tout cas que j'ai vu, celui-là m'avait marqué, c'est ça qui après l'avoir vu. Ouais. Quand tu as vu ce combat, t'avais quel âge à ce moment-là? Je commençais le MMA, j'avais 15 ans, mais en fait. Ah, tu faisais déjà du MMA? Non. Ouais, je venais de commencer. Mon oncle m'avait amené au club de MMA. En fait, à ce moment-là de ma vie, je cherchais un sport de combat. Donc je pensais plutôt au sambo ou des trucs comme ça, et mon oncle m'a amené au boxing squad. Ouais. Et après, voilà, il a vu que j'ai kiffé et tout, et puis il a commencé à montrer les matchs. Et là, d'accord. Et tu n'avais pas vu un combat de l'UFC avant ou du Pride? Ça n'avait pas marqué peut-être, mais ça n'avait pas marqué. Ouais. Tu n'avais pas forcément pensé que c'était un sport ou Si, j'ai dû voir des highlights ou quoi, mais quand je te parle d'un match bien précis, tu vois, tu me demandais un match bien précis, moi c'est celui-là qui me vient en tête. C'est ça, ouais. Et moi, c'était. Je pense que j'avais dû voir aussi des petits highlights ou des parties de combat de MMA. Mais là où j'avais vraiment commencé à regarder, c'était John Jones Cormier. Parce que je me souviens, il y avait eu à la pesée où il s'était poussé, tout ça. Et du coup, après, j'avais regardé un peu la rivalité, les combats, je regardais sur YouTube. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à regarder les combats de l'UFC. Ouais. D'accord. Et s'il y a un combattant qui vous. Tous les deux, déjà, il y a Jones qui revient. Ouais, c'était. C'est un combattant que vous appréciez ou Bien sûr. Ouais, sportivement, il est trop fort. Ouais, il est très fort, donc bien sûr. Ouais. C'est le GOAT ou pas pour vous? Bah oui. Ouais. Celui qui a le plus de défense de ceinture de l'UFC, donc de victoires en championnat du monde du UFC. Un battu, un vaincu. Voilà. Sa défaite, c'est une farce. Ouais, sa défaite, c'est pas. C'est comme au judo, il a pris. Il voulait mettre le coude comme ça, il l'a mis comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec la domination, c'était. Ouais, c'est clair. Non, du grand n'importe quoi. C'est pas une défaite. Je crois que c'est peut-être la décision la plus ridicule. Enfin, c'est une décision qui a tellement aucun sens. Ouais. C'est un truc de fou. Mais bon. Et alors, comment on s'entraîne dans le sud, à Nice? Il y a beaucoup plus de. Vous avez vu une différence depuis la légalisation? Il y a une grosse injection là de gens qui veulent pratiquer, qui veulent… Au niveau des cours loisirs, il y en a beaucoup plus. Là, Axel, en ce moment, il donne plus trop de cours. Moi, j'en donne encore pas mal au Maccabi. Et surtout, à cette rentrée, c'était énorme la quantité. Il y avait des cours où on était obligé de dire stop. Ça montait à 80. C'était énorme. On a un grand tapis, on a la chance d'avoir un grand tapis, mais ça fait trop. Même si on est 2-3 profs, ça fait beaucoup à gérer quand même. Et non, je trouve que la montée, c'est impressionnant, surtout à cette rentrée. Je sais pas si c'est l'effet UFC Paris ou je sais pas, mais en tout cas, à cette rentrée, c'était impressionnant. Et puis, ça désemplit pas tant que ça. Je pensais que ça allait chuter plus que ça, mais il y a quand même encore du monde. Donc, au cours loisir, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de monde. Ouais, mais ce que tu as l'air de dire, c'est que ça reste en loisir,
Ça va pas forcément plus en compétition, c'est ça? Après, il y en a quand même plus qu'avant aussi qui font des combats. Et c'est pas proportionnel? Oui, non, c'est pas proportionnel. Il faut le temps aux nouveaux arrivants loisirs de progresser, de monter. Et puis, moi, je donne aussi des cours aux enfants et il y a pas mal d'enfants aussi. Donc, quand ils vont monter, qui ont commencé par le MMA dès 5 ans, ah ouais. ça va envoyer, je pense. Ouais. Qui ont quel âge là maintenant? Là, il y en a j'en ai encore des nouveaux de 5 ans, mais j'en ai qui ont commencé à 5 ans, qui ont 7 ans maintenant. D'accord. Ah oui, c'est tout jeune encore, ils sont pas encore. On en fait même ados, des petits interclubs et tout. Donc, Ouais. et ils envoient. Ça tourne bien, c'est étonnant ou pas? Les gamins apprennent tellement vite. Franchement, ouais, c'est surprenant. Ouais. Des fois, moi, ils me surprennent. Quand je les vois, ils font un tac aux jambes, ça se pro, ils passent dans le dos. C'est impressionnant pour des petits. Ouais. Après, ce qui est plus dur, c'est que quand tu vois des combattants comme ça, enfin des gamins qui commencent très jeunes, tu vois, après, le plus difficile, c'est de rester motivé. Tu vois, parce que tu as vu le judo aussi, je pense que tu avais commencé à quel âge le judo? Ouais, 5 ans. 5 ans, tu vois, pour rester motivé, déjà tu fais 10 ans, jusqu'à 15 ans, pour garder toujours la même motivation pour un sport, toujours la même fraîcheur. Faut être passionné. Puis c'est des phases, et puis il y en a qui le font parce que papa leur dit de le faire. Après, il faut avoir la motivation soi-même. Ça passe par des phases, et il y en a qui vont décrocher souvent à l'adolescence. Ouais. Et pensez que c'est quoi la meilleure école pour faire du MMA après à haut niveau? Commencer par l'appréhension, je dirais. Judo ou lutte. Ouais. Je trouve que ça donne des bonnes bases. Si tu apprends le timing, donc après tu vas pouvoir le transposer sur la boxe. Si tu apprends toute la sensation du toucher, donc très important pour le sol et aussi les phases de lutte forcément. Et pour le développement physique, je pense que tu développes plus ta puissance, ton explosivité, ta force en faisant des sports de préhension que des sports de striking. Tu le fais aussi en striking, mais pas dans la même mesure à mon sens. Et après, d'un point de vue scientifique, ce qui se passe dans ton corps physiologiquement quand tu combats en lutte, par exemple, c'est beaucoup plus proche de ce que tu retrouves dans le sang en MMA après un combat qu'un match de boxe pour le MMA. Donc ça te prépare aussi de manière plus générale mieux physiquement pour l'effort MMA, quoi. Puis j'ai l'impression aussi que c'est plus facile d'apprendre plus tard le sport de percussion que le sport de préhension. C'est plus à la sensation. Je pense que c'est plus facile de l'avoir des petits, quoi. Tu regrettes d'avoir commencé par le karaté ou, Non, pas du tout, parce que même si c'était un club où on faisait pas beaucoup de combats et que on faisait beaucoup de kata, etc., d'un point de vue sportif, ça m'a quand même appris des choses et que j'applique encore dans ma manière de combattre aujourd'hui. La manière de me déplacer, de gérer la distance, et plus une logique karaté. Et voilà, après c'est mon histoire, tu vois, j'ai pas de regrets sur... Au contraire. Ouais, de toute façon, ça t'apportera rien, tu pourras rien changer. Et ce qui est intéressant, c'est la trajectoire qui a été prise. Oui. Donc effectivement, dans l'absolu, c'est peut-être pas le plus optimal, mais par contre, c'est ce qui a le plus de sens pour moi, parce que c'est ma vie, quoi. Et vous vous êtes fixé un objectif, des objectifs? Aller le plus loin possible. Donc le plus loin possible aujourd'hui, c'est être champion UFC, peut-être champion PFL, Bellator, maintenant que... vous n'êtes pas fermé. Mais aller le plus loin possible dans cette carrière et atteindre le plus haut niveau, enfin en tout cas pour moi, atteindre le plus haut niveau que je puisse atteindre avec ce que je suis et mon histoire. C'est pas forcément l'UFC? Parce que en termes de carrière, enfin en termes du meilleur niveau, on est d'accord, c'est à l'UFC? Pour moi, au stade où j'en suis actuellement dans ma carrière, je vois que l'UFC, quoi. C'est ma priorité. Après, à un âge différent, je sais pas, et puis je sais pas, on sait jamais comment va se dérouler la suite de la carrière. Mais pour l'instant, moi, je vois que par l'UFC. Même si je peux faire le step Ares UFC, c'est magnifique, quoi. Vous suivez un peu, vous regardez les autres... L'UFC, forcément, quand on est dans le MMA, où on suit l'actualité, c'est obligatoire, mais c'est un passage obligé. Mais est-ce que vous suivez un peu justement les autres orgas? Des fois, je regarde les combats de ONE FC, les combats du PFL, les combats de la CA. Mais Et Ares, on regarde Ares aussi, forcément. Et Brave. Et le One, vous trouvez ça comment? Ça a l'air spécial, le One. Ça a l'air spécial. Je sais pas trop. Moi j'aime bien, mais... Après voilà, il
Il y a des trucs qui sont mieux que dans les autres orgas, par exemple la gestion du poids des combattants. Et des choses qui sont moins bien, comme la gestion de l'état physiologique médical des combattants, Oui, qui est discutable. oui. Il y a eu des soucis même. Enfin, il y a même un Français qui a eu un petit souci avec eux. Mais bon. Mais c'était il y a un bout de temps. Mais c'est vrai que le One, ouais, c'est un peu. C'est problématique sur pas mal de choses. Combat où ils ont des gants d'anglaise. Ouais, alors des combats dans la cage. Il y a 4 formats. Des matchs de tout le temps dans la cage. Pas tout le Ouais. temps. Non, pas tout le temps, ouais. Parce Là, qu'ils sont en dernier, c'était en Lumpini. ring. Ils sont, ils ont racheté en partie Ils changent Lumpini. d'endroit. Ok. Ah, ça, je savais pas Ouais. qu'ils avaient racheté. Ouais. Alors, ils ont racheté en partie Lumpini, donc il faut beaucoup de galas là-bas. Et effectivement, quand c'est là-bas, c'est sur ring. Ouais. Et ils ont plusieurs formats, donc ouais, c'est un peu le bordel, quelque part, à suivre, parce que ça fait beaucoup de choses à suivre. Et il y a même du grappling en cage. Oui, j'avais vu. Ouais. Après, je pense que c'est moins suivi ici pour nous les Européens, mais en Asie, ça doit être Exactement. un peu ça. comme c'est leur UFC, quoi. Ouais. Ça doit être à fond les Asiatiques, je pense. Tout dépend des pays, en fait. Parce que c'est vrai que c'est très, très variable. Mais t'es renseigné un peu et effectivement, tout dépend de. Parce qu'eux, ils sont basés à Singapour. Ouais. Mais pour certains pays, ouais, la Thaïlande, en plus, ils sont plus installés en Thaïlande, là, mais ça vient, on va dire, concurrencer la boxe thaï traditionnelle un peu. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu le. Ouais, il y a à boire et à manger. Et le PFL, le PFL s'est installé en France. Le Bellator aussi. Bon, le Bellator a été mangé par le PFL. Et le PFL, c'est une destination qui vous plairait ou pas? Parce qu'il y a quand même un petit tournoi à 1 million qui n'est pas désagréable. Ah oui, là, mais c'est pas dégueu comme organisation. Hein. Ouais. Mon premier choix, bien sûr, l'UFC, parce qu'on a grandi avec, en fait, Ouais. tout simplement, en regardant les matchs de l'UFC. Mmh. Mais pourquoi pas hein. Ils ont signé pas mal de Français, d'ailleurs, le PFL. Ah bah, le marché français, là, Doumbé, il intéresse, King. il intéresse tout le monde, là, le marché français. Hein. Ouais. Alors, pourquoi, à votre avis, ça intéresse? Parce que c'est vrai qu'il y a toutes les organisations qui sont venues ou alors qui veulent venir. Le KSW qui veulent venir. Parce que c'est en train de monter de manière un peu exponentielle en que France. C'est nouveau. Que c'est nouveau et qu'il y a un engouement que peut-être on retrouvait aux États-Unis au début du MMA. Ouais. Et qu'en plus de ça, on a beaucoup de talent en France. On a beaucoup de très bons combattants, donc l'un plus l'autre. Quels sont à part évidemment vos collègues, vos partenaires, vous vous sentez le plus proche de quels combattants, vous en général, parmi les Français, lesquels vous préférez voir combattre? Moi j'adore voir, je pense que tout le monde adore voir Benoît Saigny combattre. Hein. Benoît Saigny, Saadine Parnasse, même Cyril, je trouve que c'est pas mal aussi. Cyril Gane aussi, franchement c'est Doumbé beau très fort. C'est vrai qu'il y a beaucoup de talent et il y a une grosse variété. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est difficile de dire qu'il y a un style français. J'ai l'impression qu'il y a, alors que dans certains pays ça va être le cas. Par exemple, les Américains sont très typés lutte. Au départ, forcément. Je pense que ce qui est bien en MMA, c'est que chacun a son style en fait. Hein. Enfin, même s'il y a des dominantes, des grosses dominantes, plutôt préhension, plutôt striking, chacun a sa manière de bouger et ça se voit. Ouais. Même deux personnes qui viennent de la même école, ils vont pas envoyer le coup de pied de la même manière, le jab de la même manière, ils vont pas lutter pareil, puisque le fil, il y a un feeling qui est différent pour chacun et c'est ça qui est cool en MMA en fait, c'est que chaque combattant il a son truc à lui. Et alors vous, en général, vous entraînez comment dans l'équipe? Est-ce qu'il y a des particularités justement du boxing squad? Et est-ce qu'il y a une patte boxing squad dans les entraînements, dans l'approche du combat? Il y a quelque chose? Déjà la patte, ça va être Aldric Cassata qui va la mettre. Et je pense que notamment grâce à Aldric, on est en avance sur les phases de cage contrôle, de lutte en chaîne wrestling, tout ça. Ouais. Je pense qu'on est un peu en avance sur ça. Voilà, c'est très important, les phases de lutte sont déterminantes, les phases autour de la cage, tant en défense qu'en attaque. Puis après, c'est un peu les affinités de chacun, encore une fois. Hein. Et le but c'est d'être bon partout, donc il faut s'entraîner partout. Ouais. Et alors vous êtes combattant professionnel, mais est-ce que vous vivez du combat? Partiellement, on va dire. Enfin, moi je vis du combat puisque maintenant je travaille plus, je fais plus que ça dans le sens où je donne des cours de MMA aussi, ou des cours particuliers, et plus l'argent des combats. Et donc je vis pas encore que de la carrière professionnelle, mais je vis du MMA. Moi j'ai la chance de pouvoir y arriver parce que
Par le parcours amateur que j'ai fait, ça m'a permis directement d'avoir des payes un peu plus conséquentes quand je suis passé professionnel que la plupart des combattants pro. D'accord. Mais je suis encore tributaire de mes performances. Ouais. C'est-à-dire que la victoire ou la défaite, ça a réellement un impact sur est-ce que je suis dans le rouge ou dans le vert dans l'année, quoi. Alors un peu moins à l'ARES, parce qu'à l'ARES, il ne suffit pas de gagner, il faut finir pour doubler. Donc c'est une pression en plus. Bon, cette année, j'ai fini mon premier Pour doubler, combat. tu veux dire pour doubler la prime? C'est ça. Ouais. Mais voilà. D'accord. Et ça, c'est vrai que c'est parfait. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi toutes les organisations ne faisaient pas des primes de victoire, de KO, etc. Et que c'était une évidence qu'il fallait faire ça. Parce que quand vous êtes combattant, surtout quand vous commencez, on est d'accord, c'est une motivation, c'est une grosse motivation supplémentaire. C'est une motivation supplémentaire, Ouais. c'est sûr. Ouais. C'est sûr, oui. Et puis même le principe de l'ARES, de donner la prime pas à la victoire mais à la finition, je pense que ça va un peu plus pousser à ce que les combats soient plus intéressants à regarder. Quelqu'un qui cherche à finir plutôt qu'il temporise les rounds, c'est toujours plus intéressant pour le grand public. Ouais. Donc cette forme-là de prime aussi, je pense qu'elle est pas mal. Ouais, c'est vrai. Et donc, alors là, donc les ceintures, vous gagnez les ceintures, admettons, ça semble logique. Vous voudriez les défendre combien de fois dans l'absolu? Ça dépend pas de nous, ça. Ouais. Si demain on a un coup de fil pour une autre orga ou un contrat qui est plus intéressant, enfin qui vaut le coup, qu'on aille au-delà, on le fait. Vous vous sentiriez prêt, on imagine l'UFC vous appelle, vous vous sentiriez prêt actuellement pour l'UFC? Ouais. Au bout d'un moment, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Ouais. Là, c'est ça qui te fait progresser. Ouais. C'est d'aller à un plus haut niveau de compétition qui te pousse dans tes retranchements et te fait dépasser ton niveau actuel. Et puis c'est le but, donc autant y aller. Hein. Puis vous n'avez pas peur du saut à l'UFC enfin, ça vous... Non, pas tant que ça. Ouais. Axel, il a déjà combattu un UFC vétéran. Moi, je prends quelqu'un qui a fait les Dana White Contender Series, donc au final, on n'est pas si loin des débuts de l'UFC. On est loin du top 10 et tout ça, mais pas si loin des premiers combats, on va dire. Et alors, quand vous faites, vous entraînez pas, vous faites quoi? Vous avez d'autres parce que c'est vrai que le MMA, c'est un métier passion. Quand on est pro, c'est un sport passion. Enfin, c'est vraiment un truc de passionné. Généralement, il y a beaucoup de combattants MMA qui mangent, qui dorment, qui font que ça. C'est un peu notre cas. Hein. C'est votre cas. Moi, après, quand je suis chez moi, j'aime bien relâcher. Je pense, je suis pas quelqu'un qui va regarder tout le temps des combats de MMA non plus. Donc, je vais regarder mes séries, je vais jouer un petit peu aux jeux vidéo. En général, quand je suis à la maison, le week-end, je déconnecte un peu. Après, je regarde le dimanche matin, je vais regarder les combats qu'il y a eu à l'UFC, mais je vais pas parler que de MMA ou faire que regarder des trucs de MMA en général. Et dans votre entourage, ça parle MMA, ça apprécie, ça... Pas trop, non. Ma famille, c'est pas trop sport de combat. Donc, du coup, ils découvrent et ils apprennent. Et ils commencent même à aimer, c'est pour ça. Depuis quand tu as l'impression qu'ils commencent à apprécier? Depuis que je fais mes combats amateurs et qu'ils suivent. Ouais. D'accord. Donc ça vient... Au départ, ils voyaient ça un peu comme comme quoi d'ailleurs? Une lubie, une folie Comme c'était présenté à l'époque par les médias, comme... un truc de barbare. Un truc de sauvage en cage. Et puis après... Parce que c'est qu'à moitié. En fait. Et, alors qu'en fait, c'est un sport très raffiné. Très complet. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Être sauvage et raffiné. On est d'accord ou pas? Oui. Il y a comme une part de sauvagerie qu'il faut laisser s'exprimer. Bien sûr. D'accord. Surtout dans ce sport-là. Mais c'est vrai qu'ils retiennent que ça. Les gens ne retiennent que ça. Enfin, les gens ne retenaient que ça parce que là, ça. Ouais. Maintenant, ça se démocratise beaucoup plus. Et moi, ma famille, moi, j'ai du côté de ma mère, c'est une famille où on est tous judokas. Mon beau-père, c'était un judoka, il était en équipe de France, donc on a tous fait du judo. Après, au début, ils avaient un peu de mal avec le MMA. Et après, ma belle famille, ils sont à fond MMA. Mon beau-père, il adore ça. Donc moi, tout se passe bien pour ça. Ils sont tous à fond. Et dès que... Et comment ça s'est passé, justement, l'annonce dans votre entourage, que vous alliez pratiquer ça, que vous alliez faire ça, et encore plus
enfin, le saut en professionnel? Parce que c'est encore autre chose, ça. Bah, moi, j'ai essayé de faire une petite transition en allant vers le sambo pour que la piqûre fasse un peu moins mal. Ouais. Mais ouais, au début, je pense qu'en plus, surtout pour une mère, c'est jamais évident que ton fils il veuille aller faire un sport où il va se taper dans une cage. Ouais. Donc au début, il y avait un peu de réticence, mais après, ils ont adoré ça et maintenant ils sont à fond. Ils viennent même me voir vendredi. Ah, donc, ils viennent, ouais. Ouais. C'est la première fois où ils Non, viennent te ils voir, étaient venus aussi pour mon premier. Ouais. Mon premier là, et puis après le passage en Et- pro, ça faisait déjà un moment que je faisais du MMA, c'était logique, ils étaient contents pour moi. Ouais. D'accord. Donc, voilà. Bah, après, tout s'est bien passé, vous êtes invaincus et tout, donc Ouais. ils sont. Et puis moi j'ai vous j'ai un style où je vais pas non plus avoir trop de phases de striking. Enfin, je vais pas faire 3 fois 5 minutes où on va rester debout à se taper. Donc en général, j'ai pas tant de marques que ça après les combats. Donc Ah ouais. Toi, c'est passé en douceur? Ouais, c'est fait assez naturellement, notamment le passage en pro, puisque j'ai fait tous les combats amateurs. Puis au début, quand j'avais 15 ans, c'est ce que j'avais envie de faire, donc c'était naturel que mes parents m'accompagnent dans ce que j'avais envie de faire. Ouais. Et quand tu avais 15 ans, tu as commencé la compétition à 15 ans? Non, je commençais le MMA à 15 ans. Oui, le MMA à 15 ans. Mais ta première compétition, c'était à quel âge? Ça devait être du grappling, ça devait être cette année-là. Ah, d'accord, grappling. Et ton premier combat c'était quoi? Tu as commencé par le pancrace? C'est ça, c'était dans la foulée. Je sais plus si j'avais 15 ans ou 16 ans, mais c'était dans la foulée, c'était la suite logique. D'accord. Tu te souviens de ce premier combat? Le premier exactement, oui, je m'en souviens. Ouais. Ça s'est passé comment? Tu étais dans Moi, quel j'ai état? gagné, j'étais un peu stressé forcément, Ouais. mais j'étais très excité aussi, puis j'étais très content d'avoir gagné. Ouais. C'était quoi? C'était organisé? C'était de la FFKMDA? C'était en pancrace? Même pas, c'était un espèce d'interclub. Ouais, un interclub, ouais. D'accord. Et tu as senti que c'était ton truc ou pas? Sur le premier combat ou Je sais pas, il y avait trop d'émotions, hein? J'ai kiffé quoi. Ouais. Mais oui, je gérais pas aussi bien que maintenant, si c'est ça que tu me demandais. Mais ouais. Et toi, le premier combat moi, le premier amateur? combat, c'était comme du pancras, c'était du karaté mix avec les Il y a eu boudins ce week-end d'ailleurs. autour. Oui, mais c'était la première version. Ouais. Avec les boudins Là, gonflés maintenant, à ils l'air. font en cage et tout. Quoi? Maintenant, Maintenant, ils ils font font en cage. Ah, Là, le super. dernier, ils l'ont fait, il y avait 4 cages. D'accord. Fait Coupe de France. Ah ouais, carrément. 4 belles cages et tout. Ah ouais. C'est bien, ça fait des combats amateurs en plus. Ça. Moi, Exactement, c'était ça, ouais. c'était à Marseille. C'était 3 combats. D'accord. Les 3, j'avais fait des soumissions, il me semble. T'avais soumis, ouais. Ouais, naturel. Je me disais, bon, il faut que je boxe un petit peu. Et puis, dès qu'il y a eu un coup, naturellement, je suis allé au sol. Et voilà. Ouais. Mais c'était rigolo. Et puis, en plus, ça se rapprochait du MMA amateur parce qu'on avait les mêmes gants, les protèges tibia en mousse. Et il n'y avait pas la cage, il y avait les boudins. Mais voilà. Ouais. Ouais. Et quand tu as vu les boudins, ça t'a fait quoi? C'est vrai que c'était bizarre ce format. Ouais, T'avais déjà vu? T'as déjà vu? Ouais. Ah ouais. Après, je me suis dit, c'est sur les tapis comme les compétitions de judo. Donc, Oui, c'est vrai que ça. Ouais. Mais non, c'était rigolo. Et t'étais un soumetteur déjà au judo ou pas? Ouais, au judo, j'étais quand même. T'avais le goût du sol parce que tous les Ouais, judokas. c'est ça. Comment t'expliques ça? Que en fait, après c'est dans les règlements aussi. C'est ça, c'est dans la réglementation. Ils laissent pas travailler. Mais, moi, je vois ma petite sœur qui fait pas mal de compétitions. Elle a fait championne de France cadette et tout. Et pareil, elle est forte au sol. Enfin, elle est plus forte que les filles de sa catégorie au sol, on va dire. Ouais. Et ils laissent pas travailler quoi. La Elle est dernière fois, frustrée, c'est une elle aussi, compétition. Des fois c'est frustrant. Il tombe, tu commences à faire un truc, il relève de suite. Je sais pas si c'est dans le développement du judo un peu traditionnel ou c'est souvent un peu les Japonais qui vont. Ouais, soit disant leur explication. Les règles. Ou alors c'est que c'est pas agréable à regarder quand ça va au sol, tu vois. Leur explication à l'origine, c'était genre. Tu fais tomber, c'est comme le coup qui tue du karaté en gros. Ouais. Tu fais tomber sur le dos, sur du dur, enfin dehors, genre le mec tu l'as assommé. Alors que bon, c'est pas forcément le cas quand même. Ouais, même si c'est vrai qu'une chute dehors, c'est pas. Ouais. Mais bon. Ouais, c'est dommage parce que c'est comme s'ils avaient créé en fait par cette frustration le jiu-jitsu brésilien. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Après, je sais pas exactement au niveau de la temporalité quand lequel est arrivé, l'autre aussi, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est clair. Et puis, il y a pas mal de plus en plus aussi de judokas qui vont faire du jiu-jitsu brésilien. Moi, je vois même dans mon club de départ où j'ai commencé le judo, maintenant, ils me font des cours de jiu-jitsu brésilien. Ils sont pas mis au MMA encore, mais il y a des cours de jiu-jitsu brésilien. Alors qu'avant, c'était inconcevable il y a quelques années, quoi.
Ouais, vous voyez ça progresser, puisqu'il y a le. Oui. Là, on approche en janvier. Il y a les championnats d'Europe de jiu-jitsu brésilien. Je crois qu'il y a 5000 inscrits. En plus, maintenant, le jiu-jitsu brésilien, c'est avec la fédération à de Paris. judo. Ouais. C'est pris en charge par la fédération de judo. Ouais. Ouais. Donc, ça se développe. Et puis même, je pense que grâce au judo, ça va encore plus se développer. Parce que le judo en France, c'est quand même bien présent. Il y a des clubs dans quasiment et puis c'est très tous les efficace villages, d'être bon en judo, en jiu-jitsu brésilien. Mm. Si t'es bon judoka dans un match de jiu-jitsu, ça peut faire la différence. Et inversement, Ouais. d'être fort en jiu-jitsu brésilien, ça peut fortement t'aider aussi en judo. Mm. Donc je pense que C'est les ça, les judokas deux sont vont en plus progresser complémentaires, ouais. et les gars du jiu-jitsu aussi brésiliens vont progresser. Oui, Du fait ça de se profite mélanger. aux deux. Ouais, bien sûr. Et à quand la réunification du judo et du jiu-jitsu pour faire un seul sport, Ouais. comme la lutte et le grappling? Ça s'appelle le Par sambo, je pense. Le Ouais. sambo. Le sambo sportif. Ouais, c'est vrai. Le sambo sportif, on peut dire que c'est un peu un mélange de tout ça. Ouais, de ouais. tout ça. C'est vrai. Avec des particularités quand même. Ouais, avec Ouais. des particularités. Vous préférez vous entraîner en. Enfin, est-ce qu'il y a un aspect, une distance, où vous préférez vous entraîner Et qu'est-ce que vous préférez je sais pas, le sparring où il y a des. Moi déjà, je préfère faire du MMA. C'est le sport Oui. que j'aime, donc c'est la faire du totale MMA. complet. Après, malheureusement, des sparring de MMA, on peut pas en faire tout le temps. Parce que Voire même jamais. On est d'accord ou pas? Bah ouais, voire même hors préparation, c'est quand Parce même que compliqué. tu peux difficilement. Tu sais, en boxe anglaise, tu peux faire des sparring durs avec les gros gants et puis il y a que les frappes avec les poings. C'est plus traumatisant de faire des sparring durs en anglais qu'en MMA. Hein. À terme, oui, parce qu'il y a répétition des coups à la tête. Et Voilà. tout, oui. Après, Toi, en tu fait, parles au niveau des coupures, tout ça. Oui, voilà, le c'est ça, les problème- coups. Mais voilà, tu as les coupures, tu as les risques de. Après, on met tout le temps les blessures. gants amateurs. Oui, hein, quand les on gants le fait amateurs, problème de oui. faire que du sparring MMA, Ouais. c'est qu'en fait, dans ton sparring, tu as tout fait. Tu as fait 40 000 phases différentes. Et donc, au final, tu as progressé que très peu sur une Ah. phase. Et D'accord, donc, ouais. en termes de développement pédagogique, Ouais. je pense que c'est mieux d'isoler les choses dont on a vraiment besoin. Être capable de dire j'ai besoin de progresser là-dessus. Comment on fait pour progresser là-dessus, quelle technique, Faire plus quel de rapport de thématiques. force. Ouais. Et ouais, j'aime Ouais. beaucoup faire du travail thématique pour développer des choses bien précises qu'après on intègre dans un combat où on voit tout. Ouais. Mais c'est comme en grappling, si tu fais que des matchs de grappling tout le temps, tu passes par une croix, au-dessus, en dessous, par une demi-garde, par une garde, par une garde papillon, mais au final, le temps passé sur une seule de ces positions est très faible et tu n'as que très peu progressé au final. Ouais. Donc il y a de l'intérêt à faire tout en même temps, mais faire que ça, je pense que c'est une erreur. Ouais. Et ça, c'est de mon expérience que je dis. Parce que moi, j'ai passé des années Ouais. à faire tout d'un coup et ça m'a limité dans ma progression. Et j'ai plus progressé quand j'ai commencé à isoler les choses. Puis c'est ce qu'on fait à l'entraînement. Hein. Ouais. On isole des phases ou on isole Mais de moins en moins, il y a quand des on prépare thèmes. un combat. Voilà. Quand on prépare le combat, il va y avoir beaucoup plus de sparring. Quoi. De moins en Ouais. moins, on va peut-être isoler des phases exprès pour le game plan, mais c'est tout. Ouais. Oui, d'accord. Faire du spécifique. Plus pour l'adversaire en question que vous allez C'est rencontrer. ça, Ouais. c'est ça, Ouais. Et, mais sinon, vous avez une préférence. Enfin, par exemple, est-ce que vous faites est-ce que vous tournez au sol en gi ou vous faites Non. que du Non, ça fait que un du moment mode grappling? qu'on... moi, pour ma part, je ne mets plus le kimono. Toi, je Ouais. crois que ça fait longtemps aussi. Ouais. Ouais. Tu tournais un moment, tu tournais en gi, ouais. Vite fait. Ouais, vite fait, ouais. En fait, si j'avais le temps et l'énergie, je ferais tous les sports de combat. Hein. J'irais faire du kung-fu, du tai chi, du taekwondo, Ouais. je ferais du jiu-jitsu brésilien aussi. Ouais. Sauf que faire des choix parce qu'on est limité dans l'énergie qu'on peut dépenser dans les différents aspects du sport. Et que en fait, une distance kimono, c'est pas une distance grappling. Une distance grappling, c'est plus spécifique. Au MMA. Ouais. D'accord. Et il y a. Et Ouais. puis, j'en ai marre du kimono, moi. J'en avais marre du T'en as- kimono. ouais, c'est toi, bon. J'en ai assez mangé. Overdose. Ouais. Overdose de Kim. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu. Là, maintenant, on vous dit que vous arrêtez le MMA. Genre, tu as une blessure, tu dois arrêter le MMA et tout. T'as un plan B dans ta tête ou pas? Non, suicide. Direct. Non, mais en vrai, j'y pense des fois. Ouais. Ouais, j'y pense des fois, je me dis, attends, là, si je fais pas de MMA, je vais faire quoi? Ouais. Enfin, je cherche un moyen de gagner de l'argent, quoi, en faisant... Survivre. Ouais, Ouais. en faisant- De manière décente. Mais en faisant bon. quelque chose qui nous intéresse. Ouais, ce serait moins agréable. Là, on a la chance de pouvoir un peu vivre C'est de un notre passion, privilège. quoi. Ouais, c'est un privilège. Après, on a beaucoup travaillé pour, mais c'est quand même un privilège, quoi. Ouais. Il n'y a pas tout le monde qui se lève tous les jours pour faire... Qui vit de sa passion. qui bosse pour accomplir son rêve, quoi.
et qui gagnent de l'argent en faisant ça. Ouais. Donc on a beaucoup de chance là-dessus. Donc je pense que ce serait compliqué sur les MMA. Ah ouais. Et là, vous diriez, tous les deux, en fait, vous avez commencé il y a 2 ans le pro. En réalité, c'est ça? Ouais, Axel, il a commencé… Un an, ouais. Et durant ces 2-3 années, donc, vous diriez que sur quoi vous avez le plus progressé? Il y a des choses que vous avez plus améliorées depuis que vous êtes passé pro, en fait, que vous avez… Non? Moi, je pense aussi, c'est une globalité, j'ai augmenté partout, mais je pense que j'ai quand même plus augmenté sur les phases de striking parce que j'avais plus de retard sur ces phases-là. Mais pareil, je pense que j'ai vraiment progressé partout, sur toutes les phases. Ouais. Et puis j'ai bien tout adapté au MMA. Donc non, je pense que ça a progressé partout et pour ma part un peu plus en striking. Ouais. Et vous diriez que vous montrez quel pourcentage? Parce qu'on ne montre jamais toute l'étendue de sa palette, de ses compétences, etc. dans un combat par rapport à ce qu'on peut tester à l'entraînement. Vous diriez que pour l'instant, surtout sur les premiers combats, on peut pas tout… on n'a pas l'occasion de tout montrer. Vous diriez que vous êtes à quel pourcentage d'avoir montré tout votre talent, toutes vos capacités? Par rapport à ce qu'on fait à l'entraînement, moi pour ma part, je pense que… mais il n'y a tellement pas eu de longue phase de striking, je dirais, allez, j'ai montré 60%, on va dire. Ouais. 60% des choses que je fais et que je sais faire. Je sais pas, je pourrais pas te donner un chiffre comme ça. Ce serait difficile. Et vos plus grands plaisirs dans la vie? Moi, mon plus grand plaisir, c'est d'avoir une grosse journée, de rentrer le soir, de bien manger, tranquille, de se poser. C'est ça. Moi, j'aime bien me mettre dans le mal toute la journée. Après, je sais que je rentre, un bon repas. J'aime beaucoup manger. Donc, un bon repas et être tranquille avec madame et le petit bulldog français. Voilà. Ça me suffit. T'es un bon mangeur? J'adore manger, moi. J'adore manger. Le cutting, c'est ton enfer. Après c'est moins dur quand même pour moi que pour Axel, il a plus de boulot à faire là-dessus, il part un peu plus loin. Mais tu cuts de combien toi en tout? Moi au total, hors combat, je suis à 97-98 max. Et il faut que je sois à 83,9. Et pour le cutting, j'essaie de descendre. Là je suis à 90, demain il faudrait que je sois à 89. Mais je le fais un peu plus à la fin. Axel lui va plus faire étaler ça sur du long terme. Parce que moi, justement, c'est comme je suis un bon mangeur, j'arrive à me priver sur du court terme parce que je me dis que c'est bientôt fini. Je vais manger bien pendant toute la phase de la prépa, tout ça. Mais vraiment, dans le dur, ça va durer moins longtemps que ce qu'Axel fait parce que sinon, ça me rend fou. Si je sais que là, pendant 2 semaines, je mange mal et encore une semaine après, je vais rien manger. Après, il est plus gros aussi. Quand tu es plus gros, tu perds plus vite de l'eau. Ça perd plus vite. Et puis moi, je me déshydrate plus vite. Donc, moi, je peux cutter facilement. 5 kilos, les fois où je l'ai fait, c'est jamais agréable, mais c'était pas un enfer non plus. Ça descendait assez rapidement. Alors que 5 kilos, quand tu dois aller à 70 kilos, ça va, c'est plus compliqué. Parce que toi, t'es à combien en temps normal? Autour de 85. Après, ça dépend si j'ai une diète à base de fromage et que je m'entraîne pas beaucoup ou pas. Donc, on va dire autour de 85. 85. Donc, pour combattre en 70. En 70, c'est un bon cutting comme non? Pour 70, je suis gros en fait. Et pour 77, je suis très léger. Oui. C'est le problème. En fait, je suis entre les deux. Si je veux me la faire tranquille, ce sera entre les deux. Il faut refaire une. Parce qu'à l'UFC, le jour du combat, un 70, il est entre 80 et 83 kg. Et un 77, il est entre 88 et 90. 88, 90, c'est même pas un poids que j'atteins quand j'abuse sur la bouffe. Donc, par contre, 80 83 kg, c'est le poids que je fais quand je combats à 77 et à 70. Ça fait des beaux rebonds quand même. Quand il pèse à 70 et qu'il combat à 82. Carrément. Mais c'est vrai que c'est pas. Benoît, par exemple, c'est ça qui fait. Benoît, il fait ça aussi. C'est des gros rebonds. Gros, je sais pas s'il fait des gros cuttings ou pas, ou s'il prend bien à l'avance sur la perte de poids. Ça change un peu plus maintenant. Mais effectivement, il a fait des bons cuttings. Parce qu'en plus, il est costaud, il est grand quand même.
Ouais, grand, un 80. Tu fais combien, Axel? 85. 85, ouais, t'es plus grand, ouais. Ouais. Donc, et écoutez, et alors là, on est en pleine Fight Week, quand même. Vous vous sentez comment? Vous sentez, parce que ça fait combien de Fight Week que vous faites donc à la race? Moi, à la race, c'est ma 4e. Ta 4e? Moi, 2e. 2e, ouais. Les Fight Week se suivent et se ressemblent ou pas? Plus ou moins. Plus ou moins. Ouais. C'est toujours un peu la même histoire, routine. Hein. Après, quand on est, avant le combat, là, qu'on n'a pas remangé, on est un peu en mode survie, quoi. Ouais. Enfin, on vient, on fait le boulot, mais il nous tarde de manger, quoi. Ouais. Et alors, là, vous faites une ceinture. C'est pas que dalle. Est-ce que vous trouvez que la couverture presse, la couverture média en général du MMA en France, depuis que c'est légalisé, elle est là? Je ne parle pas des médias spécialisés. Hein. Je parle vraiment des médias en général, aussi bien locaux, peut-être, je ne sais pas, sur Nice, que ça nationaux. commence petit à petit, ça se développe. C'est lent, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est très lent. Pourquoi vous pensez que c'est aussi lent alors que c'est un sport qui a une progression de fou? C'est le temps que le sport traverse les différentes couches de la société, ça peut prendre du temps. Ouais. Et au fur et à mesure, ça se fait. Et quand on aura de Français qui performent, plus ça se fera. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu laborieux, je trouve. Non. Ouais, après, moi, je ne m'en rends pas spécialement compte. Mais ouais, je pense qu'il y a certaines personnes, comme il dit, en fonction de... dans la société, pour qui c'est peut-être encore un peu tabou. Ouais. Tu vois. Moi, je sais que des fois, il y a des gens, je leur dis « Ah, combat dans la cage », ils te regardent avec des grands yeux. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un peu cet aspect-là. Mais sinon, j'ai l'impression que ça avance quand même un petit peu. Après, moi, je ne suis pas non plus trop sur les réseaux, tout ça, donc peut-être que je ne m'en rends pas trop compte. Ouais. Vous avez été sollicité, par exemple, je sais pas, par Nice Matin, le quotidien, c'est un gros quotidien, Nice Matin. Pas Nice Matin, mais un autre truc à Nice là qu'avait mis il n'y a pas longtemps, j'ai vu. Ouais. Et après, je pense qu'ils vont mettre quelque chose après les ceintures là. Ouais, ils attendent que vous ayez gagné en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, mais il y a prendre de risques. Il y a un élu de la mairie qui est venu nous voir il y a 2 semaines. Ouais. Donc je pense que logiquement, qui doit apporter son soutien. Donc je pense que logiquement, si on prend les ceintures là, il y aura un petit article. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, la locomotive de l'équipe, c'est Manon. Manon est apparue dans Nice Matin. Ah ouais. Ça, oui, mais ça, heureusement, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, là, ça aurait été chaud sinon. Et donc c'est la locomotive de l'équipe. Ça vous motive de la voir comme ça à l'UFC performer? Ah bah bien sûr, hein, bien sûr. Et c'est un exemple. Exactement. En plus, Manon, elle est très acharnée de travail, elle est très rigoureuse sur ça, donc c'est un exemple. Et c'est un sport dur pour les femmes, vous trouvez, ou c'est un sport dur tout court. Hein. Tout court, on est d'accord, mais spécialement pour les femmes ou pas? Je veux dire, la reconnaissance, elle est moins là. C'est un sport où les femmes, elles sont bien mises en avant comparé à d'autres sports, donc c'est cool. Pas toujours, justement. Enfin, les championnes du monde de foot ne sont pas forcément dans un stade rempli à bloc, alors que Manon, quand elle combat, le stade, il est à bloc. Je pense qu'il y a moins d'écart que les autres sports. Il y en a toujours, mais que sur les salaires, tout ça. Et après, je pense que oui. Les salaires, c'est revenu, je trouve. Enfin, ça commence à être. Enfin, c'est beaucoup mieux. Il y a beaucoup de. Ouais, mais quand tu regardes de combattantes mieux payées maintenant. Par exemple, au foot, c'est. Ah oui. L'écart, il est beaucoup plus énorme. Et après, sur la reconnaissance, les gens, ils sont toujours. Il y a toujours des frustrés qui ont du mal avec le fait que des femmes soient fortes à la bagarre. Donc, il y a une partie de la population qui de toute façon, il y aura toujours ça. Oui, mais il y aura toujours même une population qui aura du mal avec le combat. Ouais, même en général. Il y en a qui ont du mal avec le combat, il y en a du mal avec le combat féminin. Donc, Et écoutez, super. Je vais vous rendre à la Fight Week à l'hôtel. Vous allez retourner là-bas pour vous reposer. C'est ça. Un repos mérité. Yes. Quand même. Je vous remercie en tout cas. Merci à toi, c'était un plaisir. D'avoir été là, franchement, un plaisir aussi forcément, partagé. Et puis je vous souhaite le meilleur pour de revenir avec les ceintures. Yes, on va tout faire pour. Ça serait top. Et voilà, je vous remercie à tous. Abonnez-vous, tout le team, la cloche et tout ce que vous voulez. De toute façon, pareil. Ah oui, si, mettez quand même, donnez de l'amour, mettez des likes, parce qu'il n'y a pas assez de likes. Il n'y a jamais assez de likes. Jamais assez d'amour. Plus de likes, des commentaires. Voilà, des commentaires, et cool. Allez, merci et à très bientôt. À
Merci à vous, au revoir. The bar, now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah.